J'adore la fantasy depuis mon adolescence et ma découverte de l'univers de Tolkien mis en scène par Peter Jackson dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'ai découvert avec les films et la lecture des livres un univers vaste et cohérent basé sur un lore riche et particulièrement travaillé. J.R.R. Tolkien est ce qu'on pourrait qualifier de père de la fantasy, inspirant ses lecteurs mais aussi d'autres écrivains qui s'inscriront dans ses pas. C.S. Lewis, proche ami de Tolkien, écrira par exemple la saga des Chroniques de Narnia, qui se vendra à plus de 120 millions d'exemplaires. Christopher Paolini suivra lui aussi ses traces avec la saga de l'héritage, ou encore notre cher George R.R. Martin avec sa saga du Trône de Fer. Mais parfois, il existe des auteurs qui décident de suivre leur propre voie pour créer leur univers de fantasy, et c'est ce qui arriva avec Andrzej Sapkowski. Polonais de naissance, il s'inspire de la mythologie slave et de l'histoire médiévale polonaise pour créer son univers que l'on appellera par la suite la saga du sorceleur. Cette dernière sera reprise par un studio de jeux vidéo qui popularisera cet univers à travers les jeux The Witcher. Bien que ces jeux rencontrent un franc succès, l'auteur a toujours considéré ces derniers comme une adaptation libre d'après ses romans, dont il est le seul détenteur de l'histoire canonique de son univers. Vous comprendrez donc que je vais m'éloigner de l'histoire des jeux pour rester le plus proche possible du canon des livres. À l'approche de la sortie de la série Netflix inspirée de cet univers, je vous propose donc une série de vidéos basées sur le lore du sorceleur. Prenez une chaise, une bière et installez-vous à ma table, car aujourd'hui nous commençons cette nouvelle page avec les sorceleurs. Piliers de la saga de Sapkowski, les sorceleurs sont des êtres à part dans l'univers de l'auteur polonais. Qui sont-ils? Quelles sont leurs formations? Que font-ils de concret dans le monde? Tant de questions auxquelles je vais apporter des réponses sans pour autant traiter le sujet de manière exhaustive. Beaucoup d'idées circulent à propos des sorceleurs. Certains pensent que ce sont des monstres assoiffés de sang et qui ne servent qu'à débarrasser le monde des viles créatures. D'autres y voient des opportunités pour résoudre des conflits entre humains en échange de quelques pièces, mais la plupart des habitants voient en eux des professionnels embauchés ponctuellement pour tuer un monstre devenu indésirable qui empiète sur le territoire des hommes. En réalité, le sorceleur est un homme à l'histoire bien plus complexe qu'une simple affaire de quelques piécettes. Arrivant sur une terre qui n'était pas la leur à la base, les hommes ont progressivement repoussé les habitants originels de la terre. Les Vrans, elfes et marmottins furent chassés dans les montagnes et les forêts, tandis que les hommes s'accaparaient le reste du territoire. C'est alors qu'ils firent la rencontre des monstres, qui prirent rapidement goût à la chair humaine. Afin de se défendre contre les créatures et les entités malveillantes qui gangrénaient le monde, les humains se tournent vers le mysticisme et la magie occulte, puis dans un désespoir total, ils se tournent vers la mutation pour créer des mutants que l'on appelle les sorceleurs. La plupart des habitants pensent que ces derniers enlèvent des enfants pour former de nouvelles recrues. En réalité, il n'en a jamais été ainsi. Les sorceleurs vont choisir des enfants indésirables issus des basses classes, des enfants de la rue délaissés ou abandonnés volontairement par leurs parents, etc. Pour eux, l'opportunité de devenir un sorceleur est une chance immense, car cela leur permettrait de sortir de la pauvreté et d'aspirer à une vie meilleure, bien que cloisonnée. Le sorceleur n'allait pas choisir n'importe qui, et il faut choisir toujours les enfants les plus robustes pour peut-être survivre à l'entraînement rude à venir. Les apprentis étaient entraînés à Kaer Morhen, une forteresse qui servait de siège à l'école du loup. C'est ici que les apprentis subissent des mutations génétiques et une série d'altérations nécessaires à la formation du sorceleur. Cette première étape décisive se nomme l'épreuve du choix. Même encore aujourd'hui, on ignore qui a inventé cette méthode de modification, bien que l'ordre des magiciens soit fortement suspecté d'en être la cause, puisque la magie est omniprésente tout au long du processus. Des infusions d'herbes accompagnées de champignons des cavernes augmentent la croissance et décuplent l'essence. Après des années où les apprentis subissent un entraînement difficile, vient la terrible épreuve des herbes qui est, dit-on, insupportable. Sur plusieurs jours, on leur donne des potions magiques mutagènes qui changent leur métabolisme. Il s'agit de l'étape où les pertes sont les plus importantes car trop lourdes et difficiles à encaisser pour certaines recrues.
Les survivants devaient ensuite subir l'épreuve de modification à base d'autres infusions et potions magiques. Pour le cas de la saga du sorceleur, le héros de l'histoire, nommé Gérald de Rive, est le seul survivant de son groupe d'apprentis et il en ressort marqué à jamais par ces dures épreuves. Le corps du sorceleur acquiert de nouvelles capacités bien supérieures à celles des hommes normaux. Pour commencer, ils ne vieillissent pas comme les humains. Bien qu'il ne soit jamais arrivé d'avoir un sorceleur qui meurt de vieillesse, il est difficile d'estimer l'âge moyen des sorceleurs car beaucoup décèdent d'une mort violente. Une fois ces 3 étapes cruciales franchies, le sorceleur est fin prêt à parcourir le monde en quête de contrats. Mais il ne part pas les mains vides, bien au contraire. Immunisé contre toutes les maladies, venins et toxines, ce don offre une résistance incroyable aux sorceleurs, compte tenu du fait qu'ils vont se frotter à des créatures qui usent de telles attaques. Le don de la nyctalopie est ainsi un vrai avantage puisqu'il permet à ces derniers de voir quelle que soit la lumière ou l'obscurité. N'oublions pas aussi leur sens surdéveloppé, une résistance à la douleur, des émotions parfois absentes, et enfin le fait qu'ils soient stériles. Vu leur rythme de vie, il y avait très peu de chances de les voir fonder une famille. Du point de vue de leurs émotions, les sorceleurs savent garder un contrôle intérieur, même s'il peut leur arriver d'éprouver de la peur. Dans le métier du sorceleur, les épées sont les armes principales et le maniement des lames fait partie de tout un art de combat propre à ce milieu. Chaque sorceleur possède 2 armes, une épée en argent et une en acier. Chacune d'entre elles est unique puisqu'elle est forgée selon un art bien particulier, en plus d'être faite sur mesure pour convenir le mieux à son futur propriétaire. L'arme en argent n'est pas intégralement faite de ce matériel, il s'agit en réalité d'acier plaqué avec de l'argent. Difficile à manier en duel, elle sert avant tout à combattre les monstres issus de la magie. Enfin, l'épée en acier sert plutôt à combattre contre les hommes. On dit souvent que les épées des sorceleurs sont forgées à partir du métal d'une sidérite, une météorite, mais cette légende n'est pas vraiment vérifiable car un tel métal est bien trop rare. De même, il peut arriver que l'épée en acier serve à combattre certains monstres car l'argent est totalement inutile contre eux. Un sorceleur doit donc savoir manier l'épée en argent ou l'épée en acier selon la situation qui se présente à lui. L'entraînement des sorceleurs nécessite quand même une certaine rigueur et un investissement personnel fort. Une condition physique optimale est bénéfique car le corps sera mis à rude épreuve. Les apprentis s'entraînent autour de la forteresse de Kaer Morhen dans un chemin parsemé d'embûches pour décupler leur sens et améliorer leurs réflexes. Ce chemin, surnommé le trou de l'enfer par les apprentis, se remodèle à chaque fois à tel point qu'il est quasi impossible d'effectuer 2 fois le même parcours. Les techniques de combat pratiquées à l'école du loup mettent en avant la rapidité, mobilité et l'efficacité avec un coup mortel judicieusement placé. Leur technique de combat à l'épée s'inspire des méthodes elfiques impliquant le port d'une armure légère pour la mobilité, la feinte et la parade des coups adverses. Il faut aussi savoir se battre dans des conditions défavorables pour faire d'une faiblesse un avantage. En plus d'être un excellent épéiste, il faut aussi connaître les monstres que l'on va affronter en face à face. L'étude des créatures magiques est donc primordiale car cela offre une bonne connaissance de l'adversaire, ses forces et ses faiblesses. L'efficacité d'un sorceleur se mesure à sa préparation et son érudition en matière magique. N'oublions pas non plus de mentionner l'utilisation de la magie qui est pour eux vitale. Découlant de leurs nombreuses mutations, la magie du sorceleur n'est pas employée de la même manière que celle des sorciers. Une préparation et une exécution millimétrée d'un geste de la main suffit. Ces gestes de la main, que l'on appelle les signes, sont appris à l'avance pour être utilisés selon les circonstances, que ça soit pour projeter du feu, pour renverser un ennemi coriace ou pour s'entourer d'une barrière protectrice. L'art des potions est aussi enseigné aux sorceleurs, mais il nécessite une grande préparation. Leurs potions ont plusieurs applications, que ce soit le soin, l'amélioration de la résistance ou l'augmentation de la concentration. La plupart des sorceleurs prennent des potions avant d'aller au combat, afin d'être prêts à pouvoir utiliser des sorts magiques. Le dosage est là aussi important, car une trop grande quantité de poison peut pousser à une overdose qui coûte souvent cher aux sorceleurs une fois engagés dans un combat. Il existe d'autres centres d'entraînement de sorceleurs en dehors de l'école du loup avec leurs propres méthodes de transformation. L'école du chat est par exemple spécialisée dans la transformation d'apprentis sélectionnés pour leur violence. Il en ressort des sorceleurs psychopathes à la limite de la folie. Leur sadisme est tel qu'ils ont attiré les foudres de la plupart des habitants qui depuis considèrent les sorceleurs avec beaucoup de négativité. Il existe également l'école du Griffon, mais nous ignorons son histoire et ses méthodes. Quoi qu'il en soit, chaque école a son emblème et les sorceleurs des différentes écoles
portent un médaillon symbolisant leur appartenance à l'une d'entre elles. Ils vont alors imprégner leur médaillon avec de la magie afin de les rendre sensibles à cette dernière, les prévenant quelques secondes en avance d'un danger. Il ne faut quand même pas croire que le médaillon est infaillible. Selon Geralt de Rive, un monstre ne pourra pas toucher son médaillon, ce qui rend la détection des sortilèges d'apparence bien plus facile. Ainsi, un sorceleur sera forcément reconnu par la population grâce à son médaillon. Ces derniers passent l'essentiel de leur vie sur les routes à cheval, voyageant de village en village, de royaume en royaume pour effectuer leur travail contre rémunération. Ils gagnent une réputation d'homme silencieux vivant à l'écart du monde. Un sorceleur peut décider d'accepter un contrat ou pas, c'est selon son appréciation de la situation. Un tarif dépend bien entendu de la complexité de la tâche et les prix sont négociés avant le début du travail. Mais un sorceleur peut citer le code des sorceleurs afin de justifier le refus d'un contrat qu'il juge indigne pour lui, mais un tel livre n'a jamais existé et il s'agit bien plus d'une façade ou de règles personnelles destinées à légitimer un refus. Mutant vivant à part de la société, un sorceleur vivra sa vie sur les routes en quête de créatures à anéantir. Même si Geralt de Rive semble avoir une conscience professionnelle et personnelle dans certains cas qui s'offrent à lui, un sorceleur analysera toujours une situation et ses possibilités afin de prendre la meilleure décision. Neutre lors des conflits entre royaumes, le sorceleur ne prendra pas part au combat, car s'il le fait, alors le monde entier aura une opinion nouvelle sur eux, et il est fort à parier que cette dernière ne sera clairement pas bienveillante. Cela s'est déjà vérifié par le passé, le massacre des sorceleurs à Kaer Morhen en est le témoignage le plus direct. Mais hélas, il se fait tard, j'achève donc ce récit sur les sorceleurs et je repars sur les routes en direction de ma prochaine destination. Merci à vous d'avoir écouté et suivi cette première histoire racontant les origines des sorceleurs et leurs spécificités. J'ai essayé d'être le plus près possible des livres, et si oubli il y a, c'est qu'il doit s'agir d'éléments présents dans les jeux vidéo ou bien d'une méconnaissance du lore de The Witcher de ma part. Soyez donc plus ou moins indulgents pour ma première fois dans l'univers de Geralt de Rive. Bien entendu, je reste ouvert à toute remarque de votre part, que ce soit sur la prononciation, les informations que je vous ai données, etc. Pour cette vidéo, je me suis appuyé sur l'encyclopédie Le Monde de The Witcher, le livre de Sapkowski Le Dernier Vœu, ainsi que le wiki officiel du sorceleur. Comme d'habitude, vous trouverez toutes ces sources dans la description de cette vidéo et des futures vidéos sur le sorceleur à venir. Merci encore à vous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt, salut!